italienne qui opérait dans le port de La Havane et aussi de Santiago de Cuba. Pourquoi? Finalement parce que le tourisme de croisière est perçu comme un secteur économique hors sol, déterritorialisé, aux mains de grands groupes internationaux, et le gouvernement cubain critique finalement cette socialisation des coûts, puisque finalement l'État prend en charge l'aménagement des infrastructures, mais également les coûts sociaux et environnementaux liés à l'arrivée des navires de croisière, mais la privatisation des bénéfices qui se ferait au profit des grands groupes internationaux de la croisière. Et donc finalement, ce choix de se positionner à l'encontre d'un secteur mondialisé, déterritorialisé, est une manière pour Cuba de se placer sur la scène géopolitique mondiale, le tourisme participant ici, comme le disent Linda Boukris et Amandine Chapuis, de la construction des idéologies nationales. Il faut alors attendre 2013 et la libéralisation partielle de l'économie cubaine amorcée dès 2011 pour que Cuba se réouvre au tourisme de croisière. Et l'île accueille en 2013 82 bateaux et en 2018 706 navires accostent à Cuba, dont 304 à La Havane, ce qui fait à peu près l'équivalent presque un navire par jour dans la capitale. Et cet essor du tourisme de croisière intervient également dans le contexte du dégel des relations entre les États-Unis et Cuba dès 2016, qui permettent donc aux compagnies de croisière états-uniennes de réaccoster sur l'île. L'originalité du cas cubain, c'est que l'escale, elle se fait dans la ville même de La Havane et pas dans une enclave touristique dédiée, comme c'est le cas à Cozumel par exemple. Et du coup, l'empreinte paysagère de ces navires est forte dans l'espace. C'est finalement comme si on avait un immeuble de 20 étages qui se construisait et déconstruisait presque tous les jours dans la baie de La Havane. C'est ce qui illustre ces deux photographies, la place forte que prennent les navires de croisière dans la ville. Et à l'échelle de la vieille Havane, donc du quartier central de la Havane où se rendent les croisiéristes, c'est l'arrivée de ces croisiéristes a également un impact important puisque se sont développés entre 2013 et 2018 tout un tissu de petites activités, notamment de chauffeurs de voitures, de guides ou encore de petits artisans pour vendre des objets de souvenirs dans la vieille Havane, 6000 croisiéristes par jour représentant tout de même un nombre significatif de touristes dans cet espace. Donc en 2018, le secteur est en plein essor, le gouvernement cubain signe même un accord avec un groupe international turc qui gère plusieurs terminaux de croisière pour agrandir le terminal de croisière de la Havane qui polarise l'escale cubaine. Ce secteur est en plein essor lorsque, en 2019, il est brutalement mis à l'arrêt par le renforcement des sanctions états-uniennes du gouvernement Trump, puisque le 5 juin 2019, le gouvernement Trump interdit aux navires de croisière d'accoster à Cuba et seulement quelques navires européens effectuent l'escale cubaine au courant de l'année 2019. Donc finalement, la pandémie mondiale, elle n'a pas un si gros impact sur la croisière, puisque ce secteur est déjà à l'arrêt au début de l'année 2019. Cuba s'illustre même en accueillant un navire de la MS Baymar de Grande-Bretagne en mars 2020 dans le port de Mariel, alors que les croisiéristes sont infectés par le Covid. Donc cette décision permet à la fois à Cuba de se positionner au sein de l'internationalisme médical, Cuba s'étant largement illustré durant cette crise mondiale en envoyant des médecins par exemple en Europe, et cela permet également de fidéliser une clientèle britannique qui pourrait représenter une des perspectives intéressantes alors que les mobilités états-uniennes sont à l'arrêt. Donc l'impact social de cet arrêt des croisières, il est important puisque cela met à l'arrêt tout un petit tissu entrepreneurial qui vivait du tourisme au sein même de la vieille Havane, comme je le disais, et les inégalités finalement sociales sont renforcées entre ceux qui ont accès aux devises via des remises, remessas, issues de familles qui vivent à l'étranger, et ceux qui disposaient seulement des devises grâce aux rentrées d'argent du tourisme et qui se trouvent brutalement coupés de ces sources de revenus. Donc finalement, l'impact de l'arrêt des croisières est important à Cuba et on pourrait penser que la croisière peut être vue comme une perspective pour le gouvernement de récupération touristique, mais en fait ce n'est pas le secteur prioritaire et priorisé par l'État cubain.
L'enjeu de la récupération touristique post-Covid, il est d'abord celui de la récupération de la clientèle traditionnelle et de l'offre traditionnelle, notamment le tourisme de sol y playa, qui est essentiellement pratiqué par une clientèle canadienne et européenne. Le gouvernement cubain fait aussi le choix de développer le tourisme domestique, mais aussi le tourisme diasporique, en s'appuyant sur les Cubains de l'étranger. Et le gouvernement cherche également à réorienter son offre vers le tourisme de santé, en proposant notamment des packs vaccinaux. Concernant le tourisme de croisière, la montée en gamme du secteur est tout de même présentée comme une solution par le gouvernement pour récupérer un petit peu ce secteur. L'objectif étant d'attirer la plaisance hauturière et les croisiéristes de luxe. Et donc de grands projets sous forme de joint venture avec des groupes étrangers ont été signés, mais ces projets ont des limites puisque la difficulté majeure est celle de capter une clientèle qui est essentiellement nord-américaine. Et finalement, ces projets semblent relativement peu fonctionner. C'est ici l'exemple que j'ai mis avec ces deux photographies de la Marina Gaviota, qui a été ouverte en 2019 et dont le gouvernement cubain ambitionnait d'en faire la première marina des Caraïbes. En 2018, un an après son ouverture, l'espace semble relativement vide et peu investi par ces croisiéristes de luxe, puisque finalement la difficulté est de capter une clientèle nord-américaine peu habituée à la destination cubaine. Donc finalement, la question du tourisme de croisière à Cuba, elle pose la question de la durabilité du secteur de la croisière, alors que ce secteur est largement dépendant à des flux exogènes déterritorialisés, et il montre bien tout le paradoxe de ce secteur économique qui a des forts impacts sociaux et environnementaux à l'échelle locale, à l'instar des impacts sociaux et environnementaux dans la ville de La Havane, et d'un autre côté, c'est un secteur qui permet d'apporter des devises et qui est donc nécessaire aux économies à l'échelle locale. On voit bien ici tout le paradoxe et le dilemme que pose le secteur de la croisière à Cuba dans d'autres destinations des Caraïbes, à l'instar de la République dominicaine par exemple, qui vient de signer en juin 2021 un accord avec la Norwegian Cruise Line pour développer un grand port de croisière à la Romana, mais qui paradoxalement entretient toute une communication autour du développement de formes de tourisme plus durables, de tourisme d'écotourisme ou encore de tourisme domestique. Voilà, donc c'est des débats qui restent ouverts concernant ces secteurs et leurs impacts socio-environnementaux et territoriaux. Je vous remercie et je reste à disposition pour toute question. Voilà, merci bien pour cette présentation. Nous allons poursuivre avec Laura, donc Laura Pagnades. I let you introduce yourself in a few minutes and we will see you PPT. Excellent. Well, thank you very much for having invited me to present this panel. My name is Laura Panades, and I am the LLM Director in International Finance at the beautiful location of the Cayman Islands Law School. And we work here in partnership with the University of Liverpool in the UK. I'm also taking my PhD at the University of Cambridge, specializing in public-private partnerships. But since I'm in the Caribbean, my research has a very Caribbean tone. So I hope you like the presentation, and any questions or comments are very welcome. Thank you. Thank you, and we will see. Welcome to Counting Doubloons. This is a critical assessment on the Cayman Islands' public policy response to COVID-19. The aim of this presentation is to showcase my current research. The goal is to gather feedback to transform my current manuscript into a publishable piece. So any comments or questions are very welcome. I am Laura Panades Astruc, Master of Laws Director in International Finance at the exotic location of the Cayman Islands Law School. I am also honorary teacher at the University of Liverpool, our strategic partner in the UK. I am a PhD candidate in law at the University of Cambridge in the UK. My fields of specialization are public-private partnerships and public procurement in the EU,
the UK, and the Caribbean British Overseas Territories. Originally Spanish, I have also lived in Belgium, the Netherlands, Germany, the UK, and now the Cayman Islands. We shall start with an introduction to the Cayman Islands as a case study. Indeed, it is pronounced Cayman. Some of the things that people tend to relate to Cayman are the innate beauty of its environment. Evidence is what you see on screen, just taken up the road from where I live. Other things that people tend to know are buildings like this one. This is Uglan House. It's where Mapleton Calder, a local law firm, conducts its business. It is believed to have registered thousands of companies, among others, one of the Manchester football teams. Don't ask me which one. Stereotypes about the island are many and include that there is very exotic people or that there is money lying all about. This is not so. Cayman is a normal place where normal people conduct their normal businesses. This presentation should contribute to provide a window on life in the Cayman Islands. In doing so, we'll cover its response to COVID-19. The first section provides context to Cayman as a case study. First and foremost, Cayman is a British Overseas Territory. British Overseas Territories, or BOTS, are a curious club of 14 territories all across the globe, as you can see in the map. Cayman is here. These territories are self-governing, but not sovereign. So what does this mean in practice? They are self-governing. Cayman has got its own executive, legislative, and judicial powers. The local government administers them as they see fit. But it is not sovereign. The UK is ultimately responsible to make sure that Cayman fulfills its obligations of international law. In particular, the United Nations Charter, in its Article 73, sets a list of obligations in the UK to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses, as well as an obligation to advance development locally. The second feature of Cayman is that it is a small, remote country. The main implication is that it has a high cost of living and limited supply of products on island. There is no quick delivery mechanisms here. It's also exposed to heightened environmental risks. Historically, hurricanes. Recently, this also includes earthquakes and tsunamis. The third characteristic of Cayman is its poor economic diversification. Countries like Cayman tend to have economies that are services-based and present a combination of three key sectors to different extents: tourism, financial services, and real estate. The second section covers the method. Countries worldwide have experienced a battle between public health on the one hand and the economy on the other. I argue that in the Cayman Islands, this has been a win for public health in favor of the economy. To justify this, the next sections will cover the main milestones in public health and developments in the economy. Moving on to public health, Cayman followed an extremely protective approach to public health. For a start, it did so with harsh border closures. Borders were closed on the 14th of March 2020. At the time of this conference, in end of July 2021, they still remain so. A phased reopening plan was published on the 8th of July of 2021, looking at full reopening, pending some conditions, on the 27th of January 2022. This has been accompanied
but a strict quarantine of 2 weeks for all incoming visitors. This was recently reduced to 10 days for those that have completed 2 vaccination doses plus its full cycle. A lockdown was also put in place. This was really harsh and it happened early. Started in mid-March 2020 and it was phased out in the course of June 2020, thus only lasting about 3 months. In addition to that, testing was quickly developing on Ireland. The Cayman Islands is the first small Caribbean country that has developed its own testing capabilities. This includes genetical study to identify which variants of the virus have made it on Ireland. Finally, it has drawn on its UK links. They have proven essential to secure enough doses of the Pfizer-BioNTech vaccine, to secure essential supplies in the height of the crisis, and also in providing health expertise. Among others, Cayman had access to a 24/7 telephone line with Public Health England. On the economy, I will cover the main initiatives that Cayman took. For a start, fiscal responsibility. This was worked in advance of the COVID crisis. The global financial crisis unfolding in 2007-2009 unearthed lack of capability for public financial management in many territories. In 2009, the UK conducted an independent review on British offshore financial centres. The result was clear. This needs to change. As a result, frameworks for fiscal responsibility were put. They set harsh principles, such as positive operating surplus, positive net worth, limits to borrowing and net debt, and the obligation to manage financial risks prudently. The non-compliance with one or more of these principles triggers the necessary approval of the Foreign and Commonwealth Development Office for all things budget locally. Second, a requirement of cash reserves helped Cayman to withstand the cost of the crisis. It is an obligation of the government to keep at least 90 days of executive expenses worth of cash. In addition, public debt. As many other countries, Cayman needed to raise the public debt in order to fund part of the COVID response. Finally, a commercial line of credit was set up. This is a 330 million CI dollars line of credit. That's roughly equivalent to 286 million sterling pound from a consortium of local banks, as the Minister of Finance at the time encouraged them to do. Some of the concerns with the credit line, though, are that there are associated costs. Setup costs of $2.4 million for a start. But there's also a standby fee. As per its possible use, it's still unclear. The Minister of Finance at the time said that we hope we don't have to use it, but it is there as a backup. The current Minister of Finance, appointed in April 2021, has also made statements in that direction. However, with a strategic policy statement coming soon, we just don't know yet. This research set itself to demonstrate whether public health or the economy won the battle against COVID-19 in the Cayman Islands. It has demonstrated that public health won markedly against the economy. To ascertain that, we have looked at the main milestones in public health and the economy, with hints at the reopening plan. This concludes the presentation. I sincerely thank you for having listened to it, and I welcome all your comments or questions in the live session that follows. Thank you very much. Thank you, Laura, for this presentation. We will continue with the third presentation. This is a collective group, and the first author is Sophie Apting, but for some technical aspect, this is my voice for the presentation.
And we will be back with you for the question at the end of this session. Then, okay, thank you. We can follow, yes, with the next presentation. Voilà, ici c'est in Saint-Barthélemy with luxuous destination. Dans le cadre de cette étude, nous proposons une réflexion sur le tourisme de luxe. Le tourisme de luxe à travers la destination Saint-Barthélemy, une île de 23 km² située dans le nord des Petites Antilles. 23 km² et quelques 10 000 habitants. Une île rocailleuse marquée par l'aridité qui s'est entièrement tournée vers ce tourisme et qui aujourd'hui est un haut lieu du tourisme de luxe dans la Caraïbe. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de préciser ce terme de luxe, de plus en plus galvaudé, utilisé à des fins commerciales. Donc le luxe est d'abord entendu comme un écart à la norme, dans une société donnée, à une époque donnée. Le luxe demeure le privilège d'une élite fortunée qui s'oppose à la masse. Il pourra être dit élégance, raffinement, beauté, il est surtout exclusivité, accès réservé à des biens hautement convoités. Le luxe peut être étudié à partir de quelques théories fondatrices. Tout d'abord, les théories de Veblen, 1899, qui insiste sur ses premières démonstrations de consommation ostentatoire, consommation qui vont au-delà de l'utilité. Bourdieu, en 1979, mettre en avant ce principe de distinction provocante. Et plus près de nous, Lipovetsky, 2003, dans ses différents travaux, insiste sur la dimension narcissique, l'esthétisation des genres de vie, où la dimension narcissique va être plus importante que la dimension sociale. Donc il faut croiser un petit peu ces différentes approches et garder à l'esprit donc ce terme de tourisme de luxe. Quelques éléments du tourisme de luxe en images. Une destination du tourisme de luxe doit contrôler son accessibilité et contrôler l'offre sur le plan quantitatif et qualitatif. Saint-Barthélemy compte quelques 32 hôtels pour 600 chambres. Et ces hôtels sont essentiellement des hôtels 5 étoiles, plus quelques 800 villas de standing pour 2100 chambres. L'accessibilité est réduite. Nous sommes sur un territoire insulaire, une petite piste, un aéroport de dimension réduite qui accueille plutôt des jets privés et des vols réguliers de faible capacité. Cela signifie savoir choisir, conforter son positionnement et non subir les flux pour préserver la qualité du lieu, comme l'indiquent ici ces résultats sur l'évolution du tourisme de croisière qui a été réduit à Saint-Barthélemy. Il s'agit d'une volonté politique pour préserver la qualité des lieux. Les paquebots de petite taille peuvent venir sur Saint-Barthélemy, les autres vont sur l'île de Saint-Martin. Voilà, sur le plan de la méthode, il faut savoir que cette synthèse rapidement présentée ici s'inscrit dans le cadre d'une étude d'une dizaine d'années, conduite sur le terrain, en équipe, régulièrement, en relation avec les pouvoirs publics et aussi avec les professionnels du tourisme. Donc la petite île de Saint-Barthélemy, pour la localiser sur le plan donc un petit peu de son voisinage proche et grand voisinage, une île de 23 km², 10 000 habitants, soit une densité de 470 habitants au km². Nous sommes dans le nord des Petites Antilles, à proximité de Anguilla, Saba, Saint Kitts et Nevis. Les îles Vierges britanniques et américaines sont à quelques 400 km. New York, 2500 km, et Paris, plus à l'est, à 6500 km. Jusqu'au début des années 1970, cette île était isolée et les conditions de vie y étaient rudes.
Elle connaissait une sorte de double insularité. Insularité par rapport à la France métropolitaine et insularité par rapport à la Guadeloupe, département français d'outre-mer, situé à 230 km dont elle dépendait. Donc l'histoire de Saint-Barthélemy s'inscrit dans ce contexte d'isolement. L'histoire est assez originale. L'île, découverte en 1493, est devenue un territoire français en 1659, puis une possession suédoise. Ensuite, elle est revenue à la France et en 2007, le statut juridique a évolué. C'est une collectivité d'outre-mer, donc elle a un statut plus autonome par rapport à la France et l'Union européenne, tout en restant française et européenne dans ce contexte caribéen. L'île de Saint-Barthélemy s'ouvre au tourisme au début des années 1960. Aux origines de ce tourisme, 3 noms s'imposent: David Rockefeller, Edmond de Rothschild et Remy de Hainan. Les 2 premiers, un homme d'affaires new-yorkais et un banquier franco-suisse, tous 2 amateurs de la voile, et ils sont les premiers étrangers qui achètent des terres à Saint-Barthélemy pour y construire une résidence de vacances. Séduits par cette île qui a des allures de vieille France, un petit peu oubliée, une île rude et pauvre, avec une ambiance paisible, discrète, une île à l'écart du monde. Le 3e personnage, Remy de Hainan, c'est un précurseur du transport aérien dans le nord des Antilles, Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Donc il va être à l'origine de ces rencontres, il va faciliter ces rencontres entre ces grosses fortunes nord-américaines essentiellement et ce petit îlot rocailleux que constitue Saint-Barthélemy. David Rockefeller établit rapidement des relations privilégiées avec les familles historiques de l'île. Il employait 120 personnes. Son installation suscite l'intérêt des amis, des invités, des opportunistes, des suiveurs. Ces 2 semaines de vacances annuelles dans l'île se remplissaient de petits événements, entre les soirées musicales avec le passage des stars, les défilés de mode, et le tout agrémenté de gastronomie et de vins français. Donc tous les ingrédients sont posés pour construire la notoriété de la destination et de sa vie festive. Au fil des années, cette île devient un rendez-vous apprécié des personnages privilégiés du monde de la finance, des affaires, du spectacle, de la mode, de la politique. Donc on a des figures historiques comme John Fitzgerald Kennedy, la princesse Diana, l'actrice Greta Garbo, le chanteur Mick Jagger et le rocker français Johnny Hallyday. Donc on a toute une petite société qui se constitue et qui va mettre en place un petit peu un univers particulier du tourisme de luxe dans cet espace-là. Donc le luxe va se traduire dans les prix. C'est très important, c'est un indicateur qui est incontournable. On est sur des prix discriminatoires, donc des consommations ostentatoires, des distinctions provocantes, pour reprendre les termes de Veblen ou de Bourdieu. Donc il y a une sélection importante qui se fait par les aspects financiers et qui va permettre de se distinguer des autres destinations. Donc le luxe est plutôt une destination discrète, un lieu de prédilection un petit peu des happy few, les fameux 1%, avec des valeurs foncières qui ne cesseront de prendre de leur importance. Donc une destination qui va s'afficher comme très sélective. Saint-Barthélemy s'impose comme destination du tourisme de luxe à l'échelle régionale et internationale. Saint-Barthélemy s'inscrit dans le cercle des rendez-vous mondains. Les invités viennent de New York, Londres, Paris, Moscou. Ils ont leurs habitudes à Monaco, Gstaad, Aspen, Porto Cervo, et ils se donnent aussi rendez-vous à Saint-Barthélemy.
les uns fidèlement, les autres occasionnellement. L'île s'impose à travers la notoriété des grands rendez-vous festifs. Le moment le plus important est incontestablement le Nouvel An. C'est l'endroit où il faut être pour en être, donc un lieu incontournable de certains cercles mondains. Les crises vont se traduire immédiatement par des pertes financières conséquentes, mais le rebond se précise rapidement. Si l'on regarde la courbe, en 2017-2018, on voit une baisse d'activité à Saint-Barthélemy comme conséquence du cyclone Irma et des destructions considérables qui ont marqué l'île. Mais dès 2019, l'activité touristique reprend son niveau d'avant cette première crise. Le premier trimestre 2020, les résultats restent tout à fait corrects et la crise donc s'annonce à partir de ce deuxième trimestre. Une perte d'activité conséquente, mais dès la fin de l'année 2020, nous retrouvons des flux touristiques significatifs. Il y a là ici des clientèles fidèles qui reviennent à Saint-Barthélemy lors des grandes dates, fidèles à la destination. Lors des crises, les pertes les plus lourdes sont pour les petits acteurs, pour les petites entreprises, pour les travailleurs saisonniers, les contractuels à l'année, qui se retrouvent au chômage, livrés eux-mêmes, qui perdent réellement tous les moyens. Par contre, ce temps de crise, c'est aussi un moment privilégié de réorganisation, avec de nouveaux investissements, avec un renforcement dans le bâti, dans le foncier et dans le standing de luxe. Les acteurs dominants vont se concentrer davantage sur ce marché et racheter également les acteurs en fait les plus faibles. Alors, des particuliers sont démarchés par des acteurs extérieurs qui souhaitent acheter leur maison et qui voient là des emplacements très intéressants pour de nouvelles résidences touristiques de luxe. Les perspectives pour une destination du tourisme de luxe telle que Saint-Barthélemy, dans ce contexte de crise sanitaire, sont plutôt bonnes. La destination repose sur la sécurité et l'entre-soi. À partir du moment où ces critères sont garantis, la durabilité de la destination est plutôt bonne. Toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises de manière exemplaire afin de bien sécuriser la destination, de mettre en confiance les clientèles nord-américaines qui, au pire, lorsqu'elles arrivent, se voient confinées pendant une semaine dans une villa, le temps de passer cette quarantaine. Saint-Barthélemy est l'exemple type d'une destination du tourisme de luxe, un lieu qui est élu par le luxe et dont la principale ressource est intangible. C'est l'effet de l'entre-soi, avec des clientèles fidèles, un lieu réservé et préservé. L'installation des industries du tourisme de luxe accompagne les touristes des clientèles, les clientèles privilégiées. C'est une île-village aménagée pour la circonstance. Le luxe traverse les crises, ces clientèles spécifiques, fidèles, restent présentes dans la destination. Voilà, donc en fait, après cette présentation sur le tourisme de luxe, il y a une autre présentation donc, qui est aussi que j'ai fait, qui était un travail collectif qui vise un petit peu à faire le bilan sur les enjeux un petit peu de développement dans les territoires des Petites Antilles. La présentation est un peu longue, donc je vais indiquer à Louisa, on va la couper à moitié pour rester dans les délais. Cette présentation, c'est un petit peu le bilan de la crise et de la crise de ce modèle touristique dans les Petites Antilles. Et au-delà, l'idée, c'est de s'interroger sur un autre modèle. La dernière partie du diaporama, en fait, présente cet autre modèle,
mais comme on va être hors délai sans doute, en fait, on coupera la moitié, donc je vous l'indiquerai. Voilà. Louisa, you can start now. Thank you. L'objectif de cette étude est de mettre en évidence les limites du modèle actuel du tourisme tel qu'il s'est développé dans l'espace caribéen et de proposer quelques pistes de réflexion à partir d'initiatives mises en place dans la région. La première limite de ce modèle de développement touristique repose sur une logique du tout balnéaire. Nous sommes ici sur un modèle où les activités touristiques se concentrent sur le littoral, suivant un modèle qui semblerait suggérer qu'il y ait un ruissellement naturel des revenus touristiques du littoral vers l'intérieur des terres, une suite naturelle de ruissellement qui aujourd'hui nous fait sourire. On sait que la logique de diffusion des flux touristiques comme des revenus est beaucoup plus complexe. Donc nous avons ici une activité touristique extravertie qui s'inscrit dans le prolongement des économies de plantation, de la canne à sucre, la banane, au tourisme, avec un modèle totalement extraverti qui est contrôlé par des groupes internationaux qui s'implantent sur le littoral et suggèrent que le développement va s'engager naturellement. Dans les faits, plusieurs difficultés sont à souligner. Nous avons au contraire des dommages collatéraux qu'il convient de souligner. Tout d'abord, ce tourisme balnéaire va entraîner des phénomènes d'inflation significatifs, excluant de fait les populations qui n'ont pas accès à ce dollar, à cette économie internationale, exclusion sociale, exclusion culturelle, déplacement également des populations qui ne seront pas intégrées à ce processus touristique à l'intérieur des terres, voire vers la capitale, voire à l'étranger. Progressivement, on a des fermetures de ces espaces publics, disparition des points d'eau, privatisation de ces espaces, et surtout, le point sur lequel il faut insister, les revenus qui sont drainés par le tourisme dans ces régions-là restent très faiblement dans les territoires. On les estime à 25 à 33% au maximum des revenus qui profitent réellement à cette économie locale, puisqu'on a essentiellement des fuites de revenus liées en fait à l'ensemble des importations qui sont nécessaires pour faire vivre ces structures touristiques et au fait que beaucoup de ces séjours, notamment dans ces lieux fermés sur le balnéaire, sont achetés dans le cadre de forfaits tout inclus. Donc finalement, un bilan économique qui est très loin des espoirs initiaux. Poursuivant ce tour d'horizon, toujours avec quelques images ici d'illustrations sur le littoral mexicain, on aurait pu en prendre d'autres, on insistera sur le vieillissement précoce de ces lieux touristiques, la saturation de ces espaces qui nécessitent en fait des reconstructions, des démolitions qui laisseront sur place des friches, les érosions intenses que l'on a sur ces littoraux et les phénomènes aussi de pollution dus au fait que ces eaux usées sont très difficilement, très faiblement traitées. D'où en fait une expansion de ces lieux touristiques toujours plus loin en fait avec des spéculations foncières et immobilières. Un rapide parcours de la Riviera Maya au Mexique à partir des images de Google Maps par exemple nous permet de voir cette diffusion des constructions touristiques depuis Cancún jusqu'à Carmen, Akumal, Tulum. On a toute une urbanisation progressive de cet espace et surtout en fait une privatisation avec des plans de construction très importants. Donc un phénomène en fait que l'on retrouve sur le reste des littoraux de la Caraïbe, une expansion considérable des construction immobilière consacrée au tourisme, tourisme balnéaire avec ses variétés de tourisme résidentiel ou d'hôtels tout inclus. Autre dimension à souligner ici,
Dans ce tourisme, nous sommes véritablement dans de la fabrication sur mesure. On est un peu sur du tourisme hors sol. On a un support que l'on va reconstruire sous forme de bulles touristiques en milieu tropical. On est dans des processus de conquête d'espaces vierges à partir desquels on va proposer le paysage idyllique le plus facilement commercialisable pour des clientèles en quête de rêves tropicaux. Donc on va transplanter les plantes, on va transformer et on va reconstituer tout un décorum en adéquation avec les images de la tropicalité telles qu'elles sont vendues. Ce tourisme se traduit également par la fermeture et la réservation des lieux à usage exclusif, sous forme d'enclaves avec de différentes dimensions, des îles, des presqu'îles, des bordures littorales. Ces bordures littorales seront protégées notamment par des terrains de golf, des voies d'autoroute permettant de préserver la quiétude des touristes installés sur ces littoraux. Et inversement, on va retrouver des zones avec des îlots oubliés où on aura une concentration de ces populations exclues. Ici, ce petit îlot pris au milieu sur un exemple au niveau des îles de la Baie du côté du Honduras, à proximité d'une île majeure en fait qui est une réserve naturelle. Donc on a ce processus exclusion versus réservation, fermeture de lieux à usage exclusivement touristique. Pour terminer ce premier tour d'horizon sur les impasses de ce modèle touristique, on insistera sur l'usure et la dépréciation des lieux, les paysages de friches touristiques qui s'imposent sur les rivages de la Caraïbe insulaire et continentaux. Et petit regard sur l'île de Saint-Martin, par exemple, on s'aperçoit en fait que cette urbanisation, elle a grignoté l'ensemble de ce pourtour littoral. À Saint-Martin, il y a juste une dernière plage qui reste non urbanisée à ce jour. Donc on a véritablement en fait une occupation brutale de ce littoral par l'ensemble de ce bâti, donc de ce béton qui va s'étendre et qui vieillit très rapidement, sans laisser d'autres choix de développement, d'autres possibilités de développement pour ces territoires. Bon, nous pourrions également parler des dimensions sociales. Ce tourisme, cette économie touristique, est-elle en mesure de soutenir un véritable développement de ces territoires? Est-ce que les revenus versés aux différents employés permettent de mieux vivre? On est ici là dans tout un engrenage assez compliqué, avec finalement beaucoup de consommation, beaucoup de flux financiers et peu de retombées pour ces territoires qui ont de moins en moins de choix et sont orientés vers ce seul tourisme balnéaire qui accapare l'attention. Les temps de crise sont des moments propices à des réflexions accélérées, à des remises en cause de modes de développement qui nous amènent à une impasse, à des comparaisons rapides entre différentes orientations de développement choisies par tel ou tel territoire. Aussi, lors de ces moments de crise, que l'on compte sur ses propres forces. Le tourisme disparaît. Ici, quelques images sur les cyclones qui frappent ces îles de l'archipel des Petites Antilles, par exemple, avec la Dominique, qui ces dernières années a fortement été ébranlée par les cyclones. Cela a impacté considérablement son économie touristique et la première ressource vers laquelle se tourne la Dominique, c'est la diaspora. La diaspora, notamment en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, qui va être le premier soutien pour le territoire. Donc on compte d'abord sur nos propres forces. On s'aperçoit que le tourisme il va être très volatile et dès qu'il y a une crise, on est doublement sanctionné. Dégradation de l'économie du pays et disparition de ces touristes censés apporter des revenus au pays. Donc dans ces périodes de crise, on s'aperçoit que la clientèle intérieure, pour les îles qui ont déjà 2000, 3000, 400 000 habitants, avec des classes moyennes permettant d'avoir des consommations, comme en Guadeloupe, en Martinique, mais également à Saint-Martin,
cela va avoir un impact important pour soutenir l'économie touristique dans ces périodes de crise. Et on va également, donc, on s'aperçoit lors des festivités, là c'est un exemple sur une page Facebook en Martinique autour de la fête des Yoles, au cœur des mois de juillet-août, on a véritablement un tourisme intérieur qui est très animé et qui se conjugue avec un tourisme de la diaspora. Et c'est les périodes en fait où on va avoir des consommations touristiques très importantes. La diaspora est importante parce que même en période de crise, elle revient. Et la diaspora, ce sont des clientèles qui consomment beaucoup plus que les clientèles touristiques habituelles. Elles sont là pour faire la fête, pour profiter, c'est le retour au pays. Petite image à côté avec le Ghetto Voice, la Dominique, en cette période de crise du Covid, pour animer justement sa saison touristique, elle maintient toujours ce lien avec la diaspora. Et dans cette île qui est plutôt rurale, en fait, on va le voir par la suite, très peu peuplée, on a un festival de Ghetto Voice permettant d'attirer des stars originaires de la Dominique vivant en Amérique du Nord et des clientèles de la diaspora qui viennent à cette occasion-là. La crise agit comme un accélérateur dans toute cette réflexion. Le modèle de tourisme dominant qui s'inscrit dans ce processus d'économie des plantations est largement contesté. Ce modèle dominé par des entreprises transnationales, essentiellement nord-américaines, est contesté et on a de plus en plus de volonté de promouvoir des approches alternatives. On va les appeler approches alternatives en écotourisme ou en altertourisme. On mélange un petit peu les termes, mais ils ont peu d'importance. En fait, cela veut dire un tourisme peut-être communautaire, un tourisme bocaille, comme on dit en créole. L'objectif, en fait, c'est une activité touristique qui va être plus centrée sur le bien-être des populations, qui va prendre en compte les enjeux environnementaux, qui va permettre d'utiliser le tourisme pour un aménagement du territoire, avec une diffusion des flux à l'intérieur du territoire et prendre en compte les patrimoines et la culture. Donc on utilise ce terme d'écotourisme qui est souvent vu comme un synonyme de solidaire, équitable, durable, communautaire. Le terme d'écotourisme qui entre pragmatisme un petit peu et art de la rencontre, on peut il s'organise autour de 5 piliers. Les dimensions de nature et de culture, préservation de l'environnement, intégration aux sociétés d'accueil. Le second pilier, c'est donc écologiquement soutenable. Le second pilier, c'est le bien-être des sociétés hôtes. Donc, une pratique touristique qui est humainement acceptable. Le troisième point, ce sont des touristes responsables. Donc, il y a la dimension éducative, respect des sociétés hôtes, clientèle avertie. Le quatrième point repose sur la participation de ces sociétés hôtes. Donc, participation, elle bénéficie directement de ces projets, elle est actrice de son développement. Cinquième point, une inscription dans la durabilité, donc dans un développement soutenable. Et on ajoutera ce sixième point très important, l'exemple de la rencontre, est particulièrement intéressant. L'établissement de rapports indépendante depuis 1978 passe par une rencontre, l'installation dont les principales ressources sont la nature, la forêt, les montagnes, la culture, une rupture avec les temporalités urbaines, de l'UNESCO, prendre le temps, se poser, rencontrer. Je suis désolé, il y a un doublon au niveau des voix. Mais peut-être en fait, on va, comme on arrive au niveau des limites, je propose qu'on coupe le diaporama ici en fait. Il a fallu choisir un mode de développement bien réfléchi où l'écotourisme va jouer un rôle essentiel. C'est une île montagneuse, volcanique, avec une importante couverture forestière, 65% du territoire. Elle est dépourvue de plages de sable doré et la saison humide est particulièrement marquée. Donc ici, pas de vol direct, c'est le défi, c'est la nature, ce sera le positionnement de ce territoire. Donc mettre en avant
les qualités de cette île, de ce territoire exceptionnel pour qui aime l'épreuve avec la nature et souhaite découvrir ce monde tropical insulaire. Ce positionnement se dessine dès les années 1990. I'm sorry, I think the communication is so longer, then I will just present the main aspect. Interest is to, I will send you, if you want, the PPT after. In the first part, it was understand the situation, the context, the failure of the choice of ODE, tourist development. And in the second part, that we have one local experience. Iceland is Dominica, different from Republican Dominican. Donc it's a little island of Dominica that we can see a real laboratory for an experience original on ecotourism, tourisme communautaire aussi. And we learn a lot about with these experiences to how imagine a new kind of a tourism. This is the practice and not the theory. Then I will, like we have only, we will take 10 minutes more. I think it's time for some question. If you want to make some comment for the different communication that we saw this morning. Laura, perhaps? I'd like to ask a question about the ecotourism model that you're suggesting, Olivier. There has been some talk in Cayman about stimulating ecotourism to move away from the mass cruise tourism, but it never quite seems to take off. So where do you think that the effort should start? Should it be the government perhaps offering incentives to the locals to open up that market? Or should it be from jurisdictions that send tourists here to promote that there's a different way of doing things? So that sounds like a very good idea, but how will you get it kick-started? Yes, I think it depends of the local context. It's very different if you are in a large country or a small island with a lot of people or only few people. In Dominica, it's only 70,000 people. That means island is small, but with a lot of mountain and forest, then the context is really interesting. Also, it's a poor island with no beach. No beach, that means no interest for the big resort. And in this situation, we have the government, it's like a little enterprise. And the government is really close to the population. Then we have a good governance interaction between the local community and the government. And the government, with the help from Canada also, and Costa Rica, imagine planning a strategy development for this island with feedback from Costa Rica and Canada. And in this case, it was interesting. For 10 years, 20 years, we have good result, but this is not easy. This is with a lot of context and conflicts every day, because when we begin to win money with ecotourism, some professionals naturally want to win more, and leave ecotourism context too. Well, thank you. Yeah. Then I will show you the PPT, and we can speak about this experience. Dominica is very good experience, I think, in the Caribbean. We have the best experience at this time is Dominica Island. Very discreet, but only 70,000 people. Tourists is only near 70,000 tourists. But at the beginning, the tourists with people very cheap, tourists very cheap. And now the price increase regularly, and the government don't want to build new hotel, and the capacity of the hotel also is forbidden to have more than 25 bed. 25 bed, that means that it's not interesting for foreigners investment.
then it's national, local people who can build and take the time for win money gradually. Also in this model, ecotourism is just one step. This is not the finality. When you begin with ecotourism, the objective is to diversify your economy, to export agricultural product, to export artisanal and art product, and to improve the way of life of your country or win more money, but not to stay only on the tourism, on the ecotourism. Because if I may, like when you put forward the example of Dominica, what comes into my mind is Montserrat. It's one of the smallest British overseas territories, which from what you have said, I think they are very similar in the sense that it's a very small island country. It is remote. I think in the case of Montserrat, if I remember correctly, it's got a population of about 5,000 people only, and it seems that they have just given up. Like Montserrat is dependent on UK financial transfers, and every year they get a top up. They run their budget and they get a top up from the UK in order to just keep the country afloat. So it seems that for them, ecotourism would be a good model because they've got like half of the island is a volcanic area. They got plenty of nature to discover and just go hiking. But it just never seems that there is any initiative to do anything. Yeah. So then I wonder, like, if the case of Dominica could serve as an inspiration to countries like Montserrat. Yeah, with Dominica, it's independent country. They need money, and they need to the money of international bank. Then they are very carefully with all the investment, and they give only a little subvention to the community who must build by themselves. Yeah, I think Mimi. Yeah, I was just going to add that. I mean, I think also Dominica has a long history with ecotourism. I was there in 1990, and it was then marketed as a nature island, stayed at the Papilote Wilderness Lodge that was very much about botanical gardens and sustainable food and ecotourism. So it's had decades of experience of trying to build around ecotourism and was like a leader in the field. So there's that history. And then on the other hand, if you're comparing Montserrat, of course, Montserrat was severely disrupted by the volcanic eruption, destroying their main city, leading to the departure of population. So of course, it's in a very different place, right? So you have to know those like local histories. But that leads me to a question about like the diversity of touristic futures, let's say. And I was very interested in the examples you gave of cultural tourism, festival tourism, music tourism, youth culture, things like that, and like a more indigenous or autochthonous approach, like Tourisme Bokai, right, with its own name, its own community-based appropriation. So I wondered if you could say more about like how, okay, Dominica, maybe ecotourism is the way, but maybe somewhere else it's cultural festival tourism and diaspora tourism. Are there different strands that different places need to pull on? Also in French island, we have a lot of tourism bokai. That means that people have some bed and breakfast. They don't declare to the authority. And everywhere we can, with a different social réseau, we have a lot of tourism who spend time with the people. And this is the real tourism who give money to the local economy. And they are against the big resort. Then it's a model not official, but we know that this is a good way with Airbnb the first time, with Facebook, and we give the address and we will be back and we give the address to other people. Then it's, we say in Caribbean, we say brown tourism, like the Slav, when they escape them, we say marronnage en français. And here we speak about tourisme de marronnage. We declare to nothing, but we know that it's a very good way. And for the retirement, this is the best way to assure some income at this time. Very important. Yeah.
I think, Laurine, tu as une question aussi? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, j'avais peut-être juste une ou deux questions, remarques, commentaires sur justement la question de l'écotourisme. C'est intéressant, mais c'est peut-être aussi une question de culture touristique et de pratique touristique d'un point de vue pour que ça apprenne aussi de ce que je vois en République dominicaine, par exemple, tout le tourisme diasporique des Dominicains de l'étranger qui reviennent. En fait, c'est pas du tout des modèles touristiques qui semblent être valorisés. Et en fait, les Dominicains de l'étranger, les Dominicains des États-Unis, ce qu'ils préfèrent, c'est aller dans les resorts ou les complexes hôteliers. Et du coup, je me demandais comment on intègre aussi ces questions de culture touristique, d'évolution d'évolution des pratiques touristiques, notamment d'un point de vue des touristes diasporiques, enfin des tourismes diasporiques qui ont pas les mêmes pratiques parfois que celles qui peuvent être celles espérées par des touristes occidentaux en besoin de nature. Voilà, et j'avais un autre commentaire aussi, on en a peut-être avant, j'ai pas pu tout écouter, la question du tourisme résidentiel et de ce qu'on appelle les digital nomades dans les Caraïbes qui sont en train de prendre une importance forte avec le Covid. Je ne sais pas si en termes de politique publique mise en place pour accueillir ces personnes en particulier, vous avez, je ne sais pas, Laura ou Olivier, des éléments aussi. Merci. Laura, si tu as quelques éléments, je vais répondre après. One of the main ideas that applies to Cayman is that of digital nomads. So Yes. there is a program here. I believe it's something called like global citizenship or something like that. But and it was a very good effort from the government to try to bring people with enough resources that they can just sustain themselves on Ireland and work remotely here whilst having a 1 year extendable working visa. Now, I do believe that hasn't been as successful as it could have been, because it felt like they fell a bit behind the trend that other countries were putting. So I think that by the time Cayman had set the program and had started advertising it, at least one another British overseas territory already have had it in place for some time, and so did other non-British overseas territories. So because there's no specific or personal attachment to any specific island, then there's a lot of flexibility on deciding whether they want to come here to Cayman or whether they want to go to Bermuda. So I think that they did a good effort, but they should have acted earlier in that respect. And also, a crucial reason that might put digital nomads off, or that might otherwise make them do forum shopping and selecting where to live, would be the high cost of living. Here, to get one of those permits here, I believe that somebody needs to be above 100,000 US dollars, which might seem like a lot in certain places, but that's not very much provided the cost of living in the Cayman Islands. So that might put off some potential applicants. In terms of ecotourism here, there's always talk, but very much the country is very much waiting to see what happens post-pandemic. So what they are doing here is, instead of focusing on ecotourism, they are doing a cross-policy effort to try to get local Caymanians working in tourism. So they understand that for many years, the tourism industry has lived mostly from expatriates and work permits, and they are trying to reverse the trend by educating local Caymanians so that they have the skills to go into the tourism industry, so that the benefits can remain in-house for the long term. Just So perhaps, those are the comments from the Cayman case, at least. okay, yeah. For answer to Laurine too, the diaspora tourism, we can have some conflict, but we need to share the space. This is a specific place with more festivity, with more urban activity. In this place, we have concentrated the diaspora tourism.
but they don't go to the rural area, to the mountain, or just for one trip, one day, but they don't are in the same places. And the second point for the digital tourism, in many islands like Dominica or others, they arrange a specific agreement for accept long séjour and keep the people during 3 months, 6 months with a specific condition, because it's a good opportunity to keep a new kind of tourism who help this economy. In French Iceland, Martinique, Martinique and Guadeloupe, everywhere the location are full. During the pandemic, each people who can leave the mainland France to go to this place and stay a long time, stay a long time for 6 months, 9 months, 1 year. And everywhere it's full. It's difficult to find a free location at this time. Louisa? Do you have a question? Yes, I do. So I'm not super familiar with the area, the Caribbean. So I found this very interesting presentations, but and I'm just wondering, in terms of clearly for the Caribbean, it sounds like the tourism is the main sort of it's not a competitive advantage, but it seems to me that is the one industry that moves like the economy in the Caribbean. But I also am aware that when you have one type of sort of industry that like is relied upon, it becomes really vulnerable, like what I think what happened with COVID when the tourism stopped. So I am just wondering, but since you all know more about the area, whether or not is it even at all possible, or is something that we would like to look more into having? Is there other industries that could potentially grow in the Caribbean so that the region is not so heavily dependent on tourism, which clearly is damaging some of the relationships, and at the same time, you know, it makes them very vulnerable when something like COVID happens. So it's just that. Yes, thank you. Perhaps, Laura, do you have some answer? Yeah. That claims need to be precise, because while there's different models in the Caribbean, so it is true that some of the countries are extremely reliable on tourism, and that is the main industry. But I would say it would be more correct to say that it's economies that rely on services. So countries like Cayman or other British overseas territories have local economies that are built as a combination of like tourism, financial services, and real estate. Cayman hasn't done too badly. It could have been much worse, economically speaking. And one of the reasons that justify this still economic power, despite of the circumstances, is their financial services industry. So this is a sector that, if anything, has done even better than anyone was expecting, because the capital has kept flowing and the service was still provided, because the internet infrastructure has been untouched and unaffected. And if anything, what Cayman is doing to foolproof this strategy is to start talks about a new subsea cable going all the way from the US to here, so that if anything, we have better internet, so that the financial services industry can provide even more service in that respect. So that has been one of the strategies that has worked well. Also, tourism obviously has been very affected, and the way that they have gone about it is to set two very clear models. So they have set entirely different protections for the local Caymanian workers and expatriates. So essentially, they are protecting, and they are the government is giving grants for all local Caymanian businesses to try to survive up until the pandemic goes away, so that they keep their businesses at least afloat, so that they are ready to go once we reopen. As for the expatriates, well, once there was some amnesty for some time, but once their work permits expired, they were ruthless, and they just had to go back to the nation of origin. And the third sector has been real estate. It has grown significantly.
during the pandemic, despite rising cost of materials, despite rising cost of shipping. It has gone up because people have needed to stay more time in their homes, and they have become aware of the importance of having a comfortable, suitable place to live. And there has been a significant amount of movement in that area. So I'd say that it is true that some nations significantly depend on tourism, but it's not all of them. Okay, thank you. Thank you. I think You're we will stop here. I think thank you to everybody, and I hope that we will have some opportunity to follow this discussion and some idea in this Caribbean context. Then thank you to everybody. Tomorrow, if some of you are free, we have two communication about the Haitian diaspora. One is point of view from Haitian people living in Haiti, and the other is from an Haitian living in Canada. And we will cruise the two views about the same topic. Voilà. Thank you, and thank you a lot to Louisa. And I'm very sorry for all the work that I sent you in the last area of the last morning. And thank you a lot. We figured it out. That's all that matters. And No thank problem. you, everybody. Thank you you, Laura, Laurine, Mimi. Thank you. Okay, Really bye-bye. interesting. Thank Great. you. Bye. Thank you. Right. Bye. Bye-bye. Bye.